Bonsoir et bienvenue à tous, encore une fois, ici au Collège de France, où nous accueillons pour sa deuxième conférence donc le professeur Michael Lackner de l'université de Erlangen-Nürnberg en Allemagne, qui préside également donc ce grand projet de l'IKGF, donc ce consortium d'excellence sur justement la question de la divination. Donc la semaine dernière, le professeur Lackner a, disons, dessiné une sorte de carte ou de charte de ces 4 conférences qu'il a décrites comme un périple au sens grec du terme, c'est-à-dire une sorte de circumnavigation autour, en l'occurrence, de cette île de la divination. La semaine dernière, donc, on a peut-être un peu manqué justement non pas d'un PowerPoint, parce que nous ne sommes pas des idolâtres du PowerPoint, mais peut-être de projection de certains noms et certaines références qui peuvent être utiles. Donc cette fois-ci, nous y remédions. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Michael Lackner. Merci. Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais d'abord récapituler très brièvement quand même certains passages essentiels de ma dernière conférence. Alors, en utilisant effectivement une présentation PowerPoint, donc vous vous souvenez, ou ceux qui étaient présents se souviennent peut-être de cette idée qu'il existe un clivage entre le savoir de l'expert d'une part et le savoir du philosophe, et que effectivement il y a eu très peu de tentatives de conciliation, c'est-à-dire entre ce savoir de l'expert et le savoir du philosophe, très peu de tentatives de conciliation, c'est-à-dire de légitimation philosophique. Donc c'était la quête d'une métathéorie, et ici vous avez le fameux Wilhelm von Morbeuke qui effectivement a légitimé avec un argument philosophique ou cosmologique, si vous voulez, l'astrologie. Donc, je ne vais pas répéter ce qui est lisible là. Mais retenons que la main qui dessine justement pendant cet acte de la géomancie, à l'occidental bien sûr, par le feng shui chinois, est guidée par le mouvement céleste. C'est une sorte d'abréviation du processus astrologique, une simplification bien sûr. Donc il était aussi question du philosophe Xunzi, qui nie la valeur de la physiognomonie parce que, selon lui, les anciens ne l'ont ni mentionné ni pratiqué. C'est un argument faible, effectivement, mais c'est un argument qu'on peut trouver à plusieurs reprises. Donc, deuxième théoricien, peut-être beaucoup plus théorique dans ce cas, développe Wang Chong, donc développe une théorie des rencontres fortuites, des Ouhui. Mais retenons quand même que sa cible principale, ce sont plutôt les devins que la divination elle-même. Quoique on est ici quand même, on soit confronté avec une théorie, une véritable théorie. Il y a donc, j'ai cité Mark Kalinowski qui était présent l'autre jour, qui est en Chine à présent, paraît-il. Donc, d'une part, le fatalisme génétique qui ressort de sa conception inéiste du destin, qui défend envers et contre tout, et d'autre part, un déploiement destinal déterminé par les circonstances et par l'ensemble des notions qui lui sont associées. Donc, peut-être l'une des rares exceptions, effectivement, en matière de la théorie sur la divination ou la philosophie. Donc,
Première tentative, juste pour récapituler un tout petit peu, d'esquisser un raisonnement philosophique, ou plutôt, si vous voulez, cosmologique, les nombres, l'acte de la divination, mis en rapport avec ce qu'on pourrait appeler les lois de la nature. Donc le grand commentaire, le Tajuan, ou aussi le Sizhuan. Donc là, j'ai longuement parlé de ce développement. Et puis, j'ai fait un grand bond en avant, comme diraient les Chinois. Un exemple, ici, pris de Zhang Zai, un naturalisme, donc pour prouver, pour vous donner une évidence du fait que le livre des mutations est identique aux mutations, est donc identique à la nature. Donc ici, un exemple de ce que j'ai appelé, le naturalisme. Donc encore une fois, le chapitre 2 du Zhengmeng, donc en français, corriger l'ignorance, Discipline for Beginners, que vous trouvez ici. Et ces explications, deuxième paragraphe, là, se basent sur des combinaisons de traits dans certains trigrammes, ainsi Li, que vous voyez ci-dessus. Le feu, le soleil, donc cet hexagramme en question montre un trait impair dans son milieu, et c'est le contraire de l'hexagramme O. Et toutes les interactions météorologiques, astronomiques, comme vous le voyez ici, sont explicables, peuvent être expliquées par le biais de cette interaction entre les trigrammes ou même les hexagrammes. Puis, un bel exemple de ce naturalisme que j'ai cité aussi, exemple historique, le jugement de cet hexagramme court, numéro 18, et le travail sur le pourri est couronné d'un grand succès. Il est utile de traverser la grande eau. Donc, vous voyez l'évolution, disons, naturaliste, effectivement, dans cet exemple. Le vent de Qin balayerait la végétation des montagnes de l'adversaire. Donc, toujours ce recours au naturalisme. Donc, deuxième ou dernière partie, Zhu Xi, qui effectivement entreprend une tentative de réconcilier, je dirais pas de concilier, mais de réconcilier divination et philosophie. L'histoire de la conscience humaine, d'une part, mais pas de darwinisme, c'est-à-dire divination et philosophie sont à la même hauteur et ne s'excluent pas mutuellement. C'est-à-dire, il n'y a pas d'une part seulement la divination et d'autre part la philosophie, comme le dirait par exemple, voilà, voilà. Comme le dirait par exemple Wang Bi et pas mal d'autres, non, c'est à la fois qu'il faut prendre en considération, il faut prendre en considération tous les deux, c'est-à-dire la divination et la philosophie. Et puis ma dernière montagne de mon périplus, comme je l'ai appelé la dernière fois, c'est Yun. Donc l'un des compilateurs de la grande anthologie Seko Tuanshu, fini en 1782. Alors ici, il parle du Fuji en disant que tous les arts sont plus ou moins honorables, mais il y a quelque chose d'une manipulation habile là-dedans. Seul le Fuji, grand attrait pour un lettré, parce que effectivement, le Fuji, ça s'écrit, ça a un lien inextricable avec l'écriture, d'une part, et des fois, ça produit même des poèmes.
Et ça, on le verra par la suite dans ma deuxième conférence. Ce qui est important ici, c'est comment il s'explique effectivement que l'Aquilée, d'une part, enfin toute la divination ancienne, avec une certaine dignité, fonctionne. Elles sont tout d'abord du bois sec et des eaux abîmées, mais leur capacité à reconnaître ce qui est faste ou ce qui est néfaste est due à l'homme qui les rend lumineux, spirituels, comme vous voulez, Ling. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il leur attribue une capacité à reconnaître. Ce n'est pas, disons, quelqu'un, ce n'est pas du matérialisme pur et dur. Non, non, mais il faut l'homme et il faut l'initiative de l'homme pour les rendre lignes. On y reviendra à cet exemple. Et même, bien sûr, à mon favori, donc, ici, là, le fameux Ti Xiaolan. Donc, deuxième conférence. Au plus tard, depuis l'époque des Lumières, les méthodes traditionnelles de la prédiction, divination, voyance, sont tombées en disgrâce dans le monde occidental. Pour le scientifique éclairé, elles font partie du domaine de ce que Wouter Hanegraaff a résumé dans la notion « rejected knowledge » et leur refus, de même que le rejet de l'idée de s'y intéresser, est devenu une marque distinctive de l'élite culturelle. L'époque des Lumières ne fut pas la première à connaître ce scepticisme. L'Église catholique ayant déjà condamné des pratiques telles que l'astrologie dans divers conciles, bien que maint pape eussent des astrologues et que cette discipline fut enseignée dans les universités européennes jusqu'au XVIIIe siècle. Caractéristique était qu'on hésitait constamment entre, d'une part, la présomption selon laquelle il était inconvenant, voire blasphématoire, de dévoiler les voies impénétrables du Seigneur, et d'autre part, une perspective différente consistant à voir dans l'interprétation des astres une voie qui mène à Dieu. Melanchthon, l'ami de Luther, par exemple, qui était un grand astrologue, effectivement, et qui voyait dans l'astrologie une voie qui menait à Dieu. Bien que, bien sûr, comme nous le savons, le scepticisme prédomina dans l'ensemble. Dans la troisième partie de son Traité des couleurs, Goethe porte un jugement pondéré sur la superstition qu'il appelle la poésie de la vie, désignant celle-ci comme étant l'héritage, je cite, l'héritage de nature énergique, héroïque, généreuse et évolutive. Et anticipant, pour ainsi dire, les idées de Carl Gustav Jung sur la synchronicité, Goethe voit dans la divination la capacité de l'homme à se pressentir lui-même. Avec ces jugements, Goethe restera plutôt isolé à son époque. Étant donné que, en raison de leur grand âge, de leur continuité ininterrompue et rarement affectée par une interdiction, leur variété systématique très développée et surtout à cause de la position canonique éminente du classique des mutations, que j'ai évoqué la dernière fois, qui à l'origine servait des objectifs divinatoires, les arts antiques chinois ont contribué à ce que la Chine soit désignée de civilisation divinatoire par excellence. C'est Jean Levy qui... Ce dicton, justement, est de Jean Levy. Le scepticisme qu'ils ont également rencontré dans la tradition chinoise n'est évoqué que rarement. On a vu l'exemple de Wang Chong, on en verra d'autres dans la suite. Dans ce qui suit, nous allons essayer d'examiner ce scepticisme qui a un caractère tout à fait différent des traditions de pensée occidentales. Ce faisant, nous verrons qu'au lieu du mot scepticisme, nous devrions plutôt employer des expressions telles que distance respectueuse, confiance bien que réserve, plaisir du miracle. Mais en aucun cas le terme d'agnosticisme, souvent prêté à l'élite chinoise. Lisons d'abord une anecdote datant du IIe siècle avant Jésus-Christ.
C'est une longue anecdote, mais j'insiste, et c'est ma traduction, donc je sais bien qu'il existe une traduction de Chavannes et puis de Pimpano. Et le dernier chapitre, effectivement, ce que je citerai, ce dont je citerai une partie, a été traduite par Jacques Pimpano. Sima Jizhu, un homme originaire de Chu, travaillait comme devin au marché oriental de Chang'an. Song Zhong, un notable de la cour, et Jia Yi, un lettré, se rendirent un jour au bain et se mirent à discuter en chemin des arts, de la voix des souverains et des saints de l'Antiquité en utilisant beaucoup de citations. Débattant ainsi de la condition humaine, ils se regardèrent en soupirant profondément. Jia Yi dit « J'ai entendu dire que les saints de l'Antiquité ne séjournaient pas à la cour, mais qu'on les rencontrait parmi les devins et les médecins. Aujourd'hui, je l'ai entendu une deuxième fois quand j'ai vu les grands de la cour. Essayons donc d'observer le savoir-faire des devins. » Les deux hommes montèrent dans une carriole, se rendirent au marché et flânèrent autour des stands des devins. Il venait de pleuvoir, comme aujourd'hui. Sima Jizhu était assis tranquillement. 3 ou 4 élèves lui rendaient visite. Il était en train d'expliquer les voies du ciel et de la terre, des mouvements du soleil et de la lune, les origines du yin et du yang, du bien et du mal. Les deux hommes se saluèrent avec déférence. Sima Jizhu observa leur comportement, leur comportement et remarqua qu'il s'agissait probablement de personnes lettrées. Il les traita donc avec politesse et pria ses élèves de leur donner des sièges. Après qu'ils se furent assis, Sima Jizhu reprit son discours en faisant la distinction entre le commencement et la fin du ciel et de la terre, la marche du soleil, de la lune et des astres, exposa la diversité des rapports entre l'humain et la bienveillance et la justice, et énuméra les présages du bien et du mal. Plusieurs milliers de mots, mais chacun était juste. Song Zhong et Jia Yi étaient profondément impressionnés et même illuminés. Ils remontèrent le col de leurs vêtements et se redressèrent en disant « Notre modeste observation du monde n'a jamais vu un maître comme vous, un tel que nous venons de voir, un tel que nous venons d'entendre. Mais pourquoi votre gîte est-il si modeste, votre métier si malhonnête ?» Sima Jizhu se tordit en rire en répondant « Il me semblait que vous possédiez les arts de la voix, mais pourquoi ce vilain langage? Pourquoi ces mots sauvages? Que considérez-vous donc comme sage, messieurs? Et qui considérez-vous comme noble? Pourquoi traiter ici un vieux de laid et de malhonnête ?» Les deux hommes répondirent « Une fonction honorable, un revenu substantiel, c'est ce que le monde considère comme noble, et par conséquent, seule une personne sage et compétente peut en disposer. Mais l'endroit que vous occupez n'est pas noble, et c'est pourquoi nous l'avons qualifié de modeste. Les mots qui ne sont pas sincères, un métier qui se passe de preuves, un choix qui n'est pas le bon, c'est ce que nous désignons de malhonnête. Car le monde profane qualifie les devins de vilains et de simples, et tout le monde dit que les paroles des devins sont d'une rigueur exagérée afin de gagner la faveur des gens, qui leur font croire abusivement que leur destin est noble afin de flatter leurs intentions et qui parlent prétentieusement du mal et des catastrophes afin de blesser le cœur des gens, qui se servent des discours sur les démons et les esprits afin de s'approprier les biens des gens, qu'ils aspirent fortement à être vénérés et remerciés par pur égoïsme. Telle était la raison de notre sentiment de honte, et c'est pourquoi nous avons employé les mots laid et malhonnête. Sima Jizhu répondit « Restez assis, messieurs. Voyez ces jeunes garçons aux cheveux ébouriffés. Quand le soleil et la lune les illuminent, ils courent, sinon ils se reposent. Quand on les interroge sur le bien et le mal, lors d'éclipses de soleil et de lune,
Ils ne savent donner aucune explication. Vu ainsi, il devient clair qu'il n'est accordé qu'à très peu de personnes de reconnaître les différences entre les sages et les dignes de rien. L'activité du sage consiste à montrer le chemin par de justes exhortations. Si, après 3 exhortations, les paroles du sage n'ont pas été entendues, alors il se retire. Ses louanges ne visent pas un gain, son blâme fait fi de la colère. Il se fixe comme tâche de servir son pays et d'être utile aux gens. C'est pourquoi il n'occupe aucune fonction qui ne soit digne de confiance et ne prend pas de gages là où il n'y a pas de mérite. Là où il voit des gens qui n'agissent pas bien, il ne les honore pas, même s'ils sont de haut rang, etc., etc. Messieurs, ceux que vous, messieurs, appelez des sages, ce sont tous ceux qui devraient avoir honte. Tout d'abord modestes en apparence, mais ensuite pleins de paroles hâtives et exagérées. C'est ainsi qu'ils s'apportent mutuellement influence et privilèges. Ils se rassemblent en cliques et prétendent faire le bien pour obtenir honneur et célébrité, pour obtenir un fief. Tout sert à leur profit, ils défigurent les lois du souverain et font la chasse aux paysans. Bon, fin de la citation. Il serait certainement intéressant de poursuivre la philippique tout à fait actuelle du devin Sima Tiju contre les courtisans et les lettrés proches du pouvoir. Mais dans ce contexte, ce n'est pas notre intention. Ce qui nous intéresse plutôt ici, c'est l'une des premières rencontres mentionnées dans la littérature chinoise entre un expert de la divination et des représentants de la haute culture de l'époque, ainsi que la tension intellectuelle entre les deux mondes qui en résulte. La description est tirée du chapitre sur les spécialistes de l'hémérologie, figurant dans l'œuvre monumentale du grand historien Sima Tian. Donc Jia Yi, homme d'État, lettré, poète, qui incarnait comme peu d'autres la civilisation de son époque, se rend avec son compagnon, le courtisan Song Zhong, après une discussion apparemment sans résultat, pour ainsi dire sur tout et rien, au marché où des devins pratiquaient leurs activités malhonnêtes. D'un côté, il se rappelle une expression transmise par les anciens, selon les sages de l'Antiquité se trouvaient parmi les devins. D'autre part, il offense Sima Tiju, qu'il a entre-temps rencontré avec des jugements répandus sur ce métier, bien que dans sa conception du monde, donc sa Weltanschauung, il ait gardé en esprit le nain qui entourait jadis le statut prestigieux de cette activité. Les experts de la divination, dans la perspective de son temps, sont devenus des imposteurs qui ont maintenant leur place sur le marché. Cependant, de l'autre côté, Jia Yi et son compagnon ne peuvent s'empêcher de découvrir dans ce monde malhonnête un joyau qui fait revivre l'aura des arts antiques qu'on croyait perdus. L'historiographie et l'hagiographie attestent que Jia Yi se laissa plus tard mourir de faim par honte d'avoir causé peut-être la mort d'un prince, mais que Sima Tiju devint un génie immortel qui brilla dans l'art de l'alchimie. Et notons aussi que Jia Yi fut aussi l'un des lettrés qui attribuait l'essor des arts antiques à ce qu'ils appelaient le déclin du Tao, donc la déchéance de la civilisation. Des siècles plus tard, l'un des plus célèbres devins de l'histoire de la Chine, Guan Lu, rencontrera He Yan dans une sorte de débat sur la bonne exégèse du classique des mutations. He Yan, homme politique, philosophe et exégète, est une sorte de réincarnation de la grandeur civilisatrice d'un Jia Yi. Sa lecture du classique des mutations, basée sur l'école de l'obscur, à la fondation de laquelle il avait participé et qui spéculait sur l'être et le non-être, est profondément marquée par des concepts intellectualistes qui n'ont plus grand-chose à voir avec la fonction originale de l'ouvrage en tant qu'œuvre divinatoire.
Cependant, le devin Guanlu fait, pour ainsi dire, vivre l'ouvrage qui lui permet de lire l'avenir et de discerner des facteurs défavorables et des causes de maladies dans l'environnement et de surcroît, il a de l'expérience dans l'art de la physiognomonie. Il prédira la mort violente de Huyen, qui, en effet, fut exécuté pour des motifs politiques. La tension, donc, entre monde réel, Lebenswelt en allemand, et conception du monde, donc Weltanschauung, qui se profile dans ces récits, deviendra encore plus manifeste dans la littérature postérieure. La conception du monde se nourrit de l'exégèse des classiques confuciens qui se traduit par une quantité énorme de commentaires érudits et de traités, et le monde réel, lui, s'exprimant dans le genre des bidi, des notes exécutées au pinceau, qui connurent une renommée croissante à partir du IXe siècle, et dans lesquelles figurent des anecdotes, des remarques concernant des questions philologiques et surtout des événements étranges. Donc la séparation entre interprétation objective et expérience subjective du monde est aussi une séparation de genres, des genres. Pour illustrer ceci, nous allons d'abord nous pencher encore une fois sur Ji Yun, donc d'ailleurs un contemporain de Diderot. Donc l'encyclopédie et l'anthologie chinoise, ça va ensemble, en quelque sorte. Rappelons l'anthologie Siku Chuanshu, plus de 36 000 volumes auxquels avaient participé plus de 3 800 scribes. Donc cette tâche comportait entre autres la rédaction d'introductions pour chaque section. Et je vais répéter encore une fois, parce que ça me paraît utile dans ce contexte, la préface, disons officielle, que Ji Yun écrit, ou l'introduction que Ji Yun écrit pour Shu Shu Lei, c'est-à-dire art des nombres ou art des codes. Vous voulez. Donc encore une fois, indépendamment de leur utilité, les connaissances de nombreuses techniques sont répandues depuis longtemps et leurs principes ne peuvent donc être complètement rejetés. C'est pourquoi nous les classons sur le registre des arts antiques, et Ji Yun, comme vous vous souvenez, peut-être poursuit immédiatement avec la catégorie suivante, à savoir la promenade à travers les arts, donc Youyi, et c'est aussi l'un des petits chemins, Xiaodao, ou des voies mineures, mais quand l'une de ces nombreuses techniques atteint le plus haut niveau, elle devient un réceptacle du Dao. Tous deux peuvent être considérés comme des voies mineures. Donc, avec l'expression voie mineure, Xiaodao, petit chemin, Ji Yun se réfère aux paroles d'un élève contenues dans les entretiens de Confucius, 19, paragraphe 4. Disant que, je cite, « Même dans ceux-ci, il y a quelque chose digne d'être considéré dans les Xiaodao. Mais si l'on va trop loin, on y est englouti comme dans de la vase. C'est pourquoi l'âme noble ne s'y risque pas. » On ne sait pas exactement ce que signifiaient les Xiaodao dans les entretiens, mais Ji Yun, comme d'autres avant lui, les rapporte clairement aux arts antiques et aux arts, concédant au premier la valeur de la longue durée ainsi que la valeur d'une efficacité pas clairement réfutable. Et il y voit en plus la possibilité de la perfection qui peut faire de ceux-ci un réceptacle du bon chemin. Néanmoins, le verdict, non cité mais sous-jacent, selon lequel l'âme noble ne se risque pas, restera dans les esprits. Et c'est justement ce qui crée la tension entre scepticisme et acceptation. Si Jia Yi était encore convaincu des capacités singulières de Sima Jiju et la pratique de la divination de Guanlu, dans sa version plutôt cynique, prenant le dessus sur l'érudition de Huyen, dans le cas de Ji Yun, les deux conceptions se divisèrent en plusieurs genres. En effet, Ji Yun est aussi l'auteur de Biji, notes au pinceau,
Yue Cao Tang Biji, pour les Sinisans, dans lesquels il parle presque exclusivement des revenants, des divinations qui se révélèrent exactes et d'anecdotes surnaturelles, qu'il vécut lui-même ou dont lui parlèrent des proches parents, son père tout d'abord, ou amis, donc des personnes de confiance. Ici, il se révèle comme étant, entre autres, tout à fait fataliste. Ce qui est important dans le contexte de cette conférence d'aujourd'hui, ce sont plusieurs nouvelles dans lesquelles, d'une part, sont portés les jugements sur les arts antiques, et d'autre part, il est question de rencontres entre lettrés, comme Ti-Yun, et experts de ces arts. Et je cite un exemple, donc un certain monsieur Dongbada Bangda me raconta les choses suivantes. Alors qu'il séjournait dans le village de Fuyang, un vieil homme était justement assis près de lui. Lorsque ce dernier perçut le bruit que faisait Dong en tournant les pages, il dit « C'est une noble personne ». Donc, quand même des compliments pour les intellectuels. Donc, lui demanda de le rencontrer. Le vieil homme le considéra minutieusement et lui posa des questions sur lui afin d'établir son horoscope. Là-dessus, il respira profondément et dit « Votre sort est le plus haut rang des fonctionnaires ». Et alors, il se met à énumérer tous les rangs de fonctionnaires que Dong occupera au cours de sa vie et nomme toutes les années où celui-ci sera promu. Or, il faut savoir que dans la Chine des derniers empereurs, il y avait en principe 2 carrières possibles. C'est vraiment pas des raisons de simplification que nous qualifierons de carrière au niveau provincial et carrière au niveau central. L'énumération du vieux devin comprend donc tous les rangs sur l'échelle provinciale. Mais en fait, Dong Bangda monta les échelons dans la hiérarchie centrale, les rangs cités par le devin au niveau provincial correspondant exactement à ceux de l'administration centrale. Étrange prédiction. Cette anecdote révèle, pour ainsi dire, la limite de l'art basé sur la conjecture. Ici, éventuellement dû au manque de connaissance du devin en ce qui concerne l'administration centrale. Et pourtant, il faut applaudir. On assiste de plus en plus, chez Ti-Yun, à la réalisation de prédictions. Un fonctionnaire pratiquant la divination prédit donc pour la concubine de Ti-Yun qu'elle n'attendrait pas l'âge de 40 ans. Et personne ne s'étonna qu'elle mourût à l'âge de 37 ans. Auparavant, elle avait consulté un oracle de temple et, comme il est parfois coutume dans ces endroits, elle avait obtenu un poème en réponse. Oui, le poème « L'épi devant les gouttières proclame la bonne nouvelle », c'est bien, hein, sachant qu'à milieu de là, le Seigneur pense au retour, les rideaux de lit sont à nouveau noués et le couple de canards mandarins, donc le couple idéal, est réuni. Mais quand les feuilles tombent et que le gel apparaît, le froid entre. En fait, Ti-Yun rentra à la maison, mais rien que 3 mois après, en automne, la concubine était morte. Un de ses clients avait auparavant attiré son attention sur la signification menaçante du dernier vers. C'est tout ça qu'il raconte dans ses bidis au fil des années, au fil de plus de 40 ans à peu près. Bon, il existe cette interprétation très courante selon laquelle il s'agit de contes fantasmagoriques, fantastic tales of Ti-Yun, etc., etc. Il existe bon nombre de traductions, pas des choses qui m'intéressent moi, mais d'autres choses. Donc en italien, en anglais, en allemand. Il y a aussi, disons, une traduction en chinois parlé, donc moderne, etc., etc. Mais
L'interprétation, je pense, est erronée, est fausse, selon laquelle il s'agissait uniquement de contes fantasmagoriques ou d'une imagination, disons, une éclosion de l'imagination de Ji-Yun, parce que à maintes reprises, à plusieurs reprises, enfin, c'est même la majorité de ces entrées, effectivement, de ces notes. Il s'agit de son père, de ses parents, de son oncle, etc., etc. On ne peut pas dire qu'il néglige, disons, la dignité de son père, effectivement. Non, non, c'est tout à fait croyable pour lui. C'est un espèce de crédulité, comme nous pourrions l'appeler, mais quand même, c'est justement cette tension entre la crédulité et le scepticisme qui caractérise non pas seulement Ji-Yun, mais aussi beaucoup d'autres de ses contemporains et des lettrés en général. Donc, dans le cadre de cette conférence, il m'est impossible d'entrer dans les détails, mais notons expressément que dans l'oracle du temple, et j'y vais revenir pour ma dernière conférence, il y a des scènes de théâtre, des précédents historiques et justement aussi des poèmes qui jouent un rôle central. La divination n'est pas qu'une statistique, elle est associée à l'expression souvent cryptique, aux traditions de la haute culture et à leur exégèse. Et cela vaut également dans une mesure particulière pour les maximes du classique des mutations. Et pourtant, l'oscillation entre les deux mondes s'ébauchant déjà dans la rencontre entre Jiayi et le devin est une sorte de leitmotiv, non seulement pour Ji-Yun, mais pour la plupart des lettrés chinois à partir au moins du XIIe siècle. D'une part, il n'y a guère de doute sur la possibilité de principe concernant la réalisation, la vérification d'une divination. Certes, celle-ci est plutôt reléguée dans une antiquité lointaine. D'autre part, on constate le souhait de plus en plus visible de se démarquer des experts contemporains sur les marchés, dans les rues, soupçonnés d'être des charlatans des fleuves et des lacs, les Jianghu, parce qu'ils partagent certes la vision fondamentale du monde cosmologique, mais sans posséder le même niveau de culture que le lettré. Encore une fois, une citation de Ji-Yun. Pour prédire un lieu prometteur de bonheur, on lisait dans le classique des documents. Pour prédire une journée prometteuse de bonheur, on lisait dans le classique des rites. Comment les sages de l'Antiquité auraient-ils pu pratiquer la divination si dans ces ouvrages il n'y avait pas de prédiction sur le bien et le mal? Mais je crains que les devins d'aujourd'hui ne le sachent pas, fait dire Ji-Yun à un collègue. Donc le problème réside donc beaucoup moins dans la théorie que dans la pratique. Ce sont des experts appelés techniciens, gongji, des spécialistes du yin-yang, yin-yang-jia, des lettrés vulgaires, les suru, qui sont censés être capables de tromper le peuple. Il arrive pourtant régulièrement qu'on rencontre des devins qui font des prédictions étonnamment exactes. C'est alors l'apparition bienheureuse de l'Antiquité dans les temps présents. Car comment se remémorer sinon le passé enterré dans les vieux livres? Le père de Ji-Yun raconte son fils, consulte un devin avant de passer son examen de fonctionnaire qui décidera de sa vie future pour savoir s'il connaîtra un jour la célébrité. Vous avez devant vous un chemin de 10 000 lieues, telle est la réponse. Et à la question qui enfin entre dans le vif du sujet, à savoir en quelle année obtiendrai-je un rang de fonctionnaire, le devin répond, il vous faut attendre 10 000 ans. En 1714, son père réussit l'examen le jour de l'anniversaire de l'empereur, qu'on appelle aussi la fête des 10 000 ans. Donc, il faut faire des détours. La plupart des techniques chinoises de divination sont basées sur des systèmes de calcul, ce qui n'exclut certes pas
l'intuition dans l'interprétation des résultats. Un critère scientifique, c'est la systématique qui existe dans de nombreuses techniques de divination chinoise en raison de leur analyse combinatoire. C'est pour ça que Mark Kalinowski les appelle les sciences de la Chine traditionnelle. Un autre critère, à savoir le procédé de vérification ou falsification pour ce qui est de l'exactitude d'une présomption, mais aussi d'une réponse de l'oracle lui-même, est aussi détectable sur les os oraculaires du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Enfin, la science se caractérise aussi par la discussion sur les méthodes. Il existe encore trop peu de recherches sur le matériel concernant ce type de discussion entre experts chinois, mais il y a quelques exemples de lettrés qui ont travaillé beaucoup sur les techniques de divination. Wen Tianxiang, qui est entré dans l'histoire chinoise en tant que ministre loyal de la dynastie Song du Sud, qui préféra être exécuté par les vainqueurs mongols que trahir son empereur, fut familiarisé dès son enfance avec les voies érudites du confucianisme ainsi qu'avec les voies mineures. Il travailla à la réforme des systèmes existants afin, selon lui, de réduire les taux d'erreur dans les prédictions de 20 à 30% jusqu'à 2 ou 3%, et se pencha sur la méthode de calcul de la destinée, la plus répandue à son époque et aujourd'hui encore, ce qu'on appelle les 8 caractères, une technique à l'aide de laquelle on établit l'horoscope d'un individu sur la base de l'attribution de qualité à l'heure, au jour, au mois et à l'année de sa naissance. Donc, Wen Tianxiang compta 18 000 possibilités de combinaisons horoscopiques de ce genre. 518 000 combinaisons horoscopiques de ce genre, et les confronta aux chiffres de la population dans les 9 provinces, qui, selon lui, allait de 14 à 18 millions d'habitants. Ainsi, constata-t-il, il devrait y avoir un très grand nombre de personnes ayant le même horoscope. Mais, dit-il, leur destinée n'est vraiment pas la même. Dans ce cas, le lettré fait office d'expert, qui, par la supériorité de son savoir, analyse avec esprit critique les systèmes existants et, par conséquent, aussi les hommes qui ne sont que des experts. Depuis la dynastie du Song du Sud, les devins avaient noué des contacts avec les lettrés et vivaient parfois même dans leur maison comme clients. Le choix d'un jour favorable pour un grand nombre d'activités, la consultation d'un oracle quand on avait des doutes, mais surtout la question de la réussite à l'examen de fonctionnaires, question décisive pour la destinée de familles entières, intensifièrent la communication entre le monde des lettrés et celui des experts. Les fondements cosmologiques communs d'un univers beaucoup plus basé sur la correspondance, ou serait-ce plutôt l'analogie, que sur la causalité, ainsi que la vénération de l'Antiquité qui avait produit de grands devins, parfois même saints, créèrent une atmosphère d'interpénétration mutuelle de la voie confucienne et des voies mineures, et constituèrent une sorte de dénominateur commun à toutes les couches sociales. Le plus grand penseur de cette époque tente de réconcilier, comme nous l'avons vu la dernière fois, les deux cultures à l'aide des deux interprétations donc, du classique des mutations, donc la culture divinatoire des experts et celle des exégètes érudits. C'est ce que vous en souvenez, j'espère. Donc, on avait même cette citation. Les deux avis sont faux, c'est selon Zhu Xi. Alors, le classique des mutations ne parle pas exclusivement des principes du monde et n'est pas uniquement un ouvrage de divination. Donc, ces deux avis sont faux. Donc cette citation peut être interprétée comme une sorte d'historiographie des lectures du classique, de la simplicité et pureté des personnes de l'Antiquité à la philosophie, mais l'Antiquité fait encore souvent autorité même dans le présent. Au fond,
une prophétie exacte nous fait sentir la renaissance d'une glorieuse antiquité. Dans une préface à l'œuvre non conservée d'un devin du nom Xu Duanshu, qui apparemment lui était proche, Zhu Qi écrit à partir, je dirais quand même, à partir des combinaisons de rameaux terrestres et de troncs célestes, donc cette méthode de l'horoscopie, combinaison fixée par l'année, le mois, l'heure et le jour de la naissance, on parvient à la reconnaissance du bien et du mal, de la durée de la vie, de la pauvreté ou du succès de la personne en question. Cet art peut paraître simple, mais même ceux qui l'étudient ne sont souvent pas en mesure d'en saisir toutes les finesses. Pourquoi ? Car le principe selon lequel le ciel et la terre produisent les êtres ne dépasse pas le yin et le yang et les 5 éléments, le yin-yang et les 5 phases éléments, mais les fluctuations du resserrement et de l'expansion, la complexité du changement et de la mutation sont certainement inépuisables. C'est la raison pour laquelle les théories concernant la question de savoir comment les êtres sont pourvus de capacités ou de bêtises, de noblesse ou de bassesse, en particulier aussi à quel point la différence entre obscurité et clarté, entre abondance et pauvreté, peut être minime, sont difficiles à comprendre. Je vous fais grâce de cette deuxième citation, mais bon, qui révèle quand même un tout petit peu la façon de penser de Zhu Xi sur le Ming. Mais ce qui importe ici, dans ce contexte, donc c'est le livre n'est plus conservé, ça n'existe plus, le livre de ce devin, mais comme Zhu Xi était une personne tellement importante pour l'histoire de la pensée chinoise, sa préface a été conservée. Donc ce texte nous indique plusieurs choses. D'une part, il n'y a aucun doute sur l'art de la prédiction en tant que tel. Il suit les principes d'ordre au fond très simples du ciel. Toutefois, plus un grand nombre de facteurs que nous pouvons sans problème appeler les facteurs terrestres doivent être intégrés dans les calculs, plus la conjecture devient compliquée et étendue. Ceci rappelle d'ailleurs étonnamment les propos d'Albert le Grand, qui, dans son traité De Fato, fait la distinction entre les causes, causées, qui en Dieu sont tout à fait simples, éternelles, immuables et immatérielles, mais cependant, sur l'échelle de l'étang, gradus entium, sont de plus en plus temporaires, variables et mélangées au matériel, de sorte que, en conclut Albertus Magnus, un astrologue dit souvent quelque chose de vrai qui pourtant ne se réalise pas, parce que c'était seulement vrai, verissimum, par rapport à la position des astres, mais influencé et exclu par la variabilité des choses matérielles. Quelle belle coïncidence! Même sans le principe de causalité aristotélésien et l'idée d'un Dieu créateur, le philosophe chinois arrive à une conclusion comparable concernant ce que, chez Albertus Magnus, les artes incerte, et dans ce contexte chinois, les petits chemins, les voies mineures, peuvent réussir à prédire. En outre, avec ce texte, nous nous rapprochons d'une autre raison expliquant la réserve affichée par les érudits face au xiaotao, aux voies mineures. Les arts mantiques sont dangereusement proches d'activités douteuses, de la ruse, bref, du marché. Seule la morale peut y mettre un terme. La mise en garde exprimée dans la dernière phrase de la citation, ça, n'est-ce pas? Pourtant, voilà, ici, pourtant, ce n'est qu'en enseignant la piété filiale au fils, la piété filiale, qu'en enseignant au sujet la loyauté, qu'il n'y aura plus de différence entre une vie courte et une vie longue. Il faut se cultiver soi-même pour construire sa destinée en attendant, pourvu que M. Xu
suivent soigneusement les fondements de son discours. Donc ce n'est pas, ce n'est pas, disons, une réfutation des arts antiques, juste au contraire. Mais il y a un danger. Et le danger réside effectivement dans des activités douteuses, dans le marché, n'est-ce pas, où on a trouvé Sima Jiju, par exemple, déjà au IIe siècle d'avant notre ère. Seule la morale peut y mettre un terme. La mise en garde exprimée dans la dernière phrase de la citation est la mise en garde du lettré à l'intention de l'expert, dont l'art incontesté ne devrait être réservé qu'aux personnes qui suivent tout droit leur voie, qui suivent donc les vraies valeurs. Dans la tradition philosophique chinoise, le concept du libre arbitre n'a pas joué un très grand rôle. J'y reviendrai dans la prochaine conférence. Les raisons de cette absence sont peut-être nombreuses, mais nous trouvons chez Zhu Xi une définition du destin, Ming, qui pourrait correspondre à une sorte de liberté en tant qu'acceptation de la nécessité. Dans une autre préface, dédiée à l'ouvrage d'un devin du nom Xu Shibiao, nous trouvons cette attitude formulée d'une manière un peu différente. Donc ce monsieur enseigne d'une manière extrêmement subtile les 5 phases ou éléments à Tian'an, et bien de ceux qui ont passé cette année le degré Jinshi, donc le degré du plus haut niveau, sont des personnes dont il a fait autrefois les louanges. Ces recommandations sont toutes conservées et peuvent être consultées. Un jour, il me rendit visite au Pingshan, et comme plus d'une douzaine de personnes que je connais peuvent l'attester, ses prédictions concernant la durée de la vie, la pauvreté ou le succès étaient exactes d'une mesure de 80 à 90%. C'est Zhu Xi qui parle. C'est pourquoi je sais que la renommée de M. Xu dans le cercle des lettrés est tout à fait fondée, que son succès auprès des gens n'est pas un heureux hasard et que sa manière d'attirer les gens n'est pas le fruit d'une exagération. Lorsqu'il me quitta, il me demanda d'écrire quelques mots. Alors, on s'attend à la suite, bien sûr, parce qu'il faut la deuxième partie de l'argument, n'est-ce pas? His hits are verified with 18 to 90%. J'estime que lorsque l'homme a reçu faiblesse ou force, indolence ou vivacité, il y a quelque chose d'inéluctable. Et pourtant, les lettrés et les notables essayent, par la force de leur intelligence, de parvenir à un changement. Mais ce qui résulte des bons principes en tant qu'obligation d'action, l'âme noble ne veut pas l'appeler destin, car nous n'avons pas encore entendu qu'on soit obligé d'agir suivant les bons principes. Les adeptes de M. Xu sont en grande partie des personnes ayant les mêmes idées que nous. Donc, nous, les Dao Xue people, les gens de la voie, les néo-confucéens, pour ainsi dire. Quand elles conversent sereinement et qu'on cherche à les instruire de sa théorie du destin, cela peut être utile. Donc, il y a une certaine utilité, mais en même temps, on n'a pas encore entendu qu'on soit obligé d'agir suivant les bons principes. Donc il y a une espèce de motivation de libre arbitre, si vous voulez. Donc le destin en tant que quelque chose de déterminé auquel nous devons parvenir par la connaissance et le perfectionnement de soi-même, et la liberté peut-être en tant que surplus qui se traduit dans la décision pour le bon comportement. Même si les Xiao Dao, donc les voies mineures, pénètrent de vastes domaines de la vie quotidienne, ils ne possèdent pas de philosophie propre. Une conceptualisation du savoir incarné dans ces voies mineures, en commun avec d'autres formes de savoir, existe tout au plus dans la position, pas très élevée d'ailleurs, dans laquelle ils apparaissent dans les encyclopédies hiérarchisées, comme dans celle coéditée par Ti-Yun. Abstraction faite des tentatives de Zhu Xi de rendre possible au moins 2 lectures du classique des mutations, ou une seule,
et des restrictions concernant le bon usage de la divination qui en résultent partiellement, il nous reste le constat de deux univers divisés et hiérarchisés. Nous avons déjà mentionné que la plupart des techniques de divination sont basées sur des calculs. Toutefois, à l'époque de Zhiyun, une autre méthode que j'ai déjà mentionnée la dernière fois, basée bien davantage sur l'inspiration, connut un grand succès auprès des élites chinoises. Ce qu'on appelle l'écriture planchette, spirit writing, où un être surnaturel, souvent un immortel, un génie, xian, descend dans un médium qui se met à écrire. On pense un tout petit peu au mesmérisme, un phénomène qui a eu lieu à la même époque. Certains de ces écrits sont illisibles et nécessitent une transcription par des spécialistes présents, d'autres paraissent très accessibles. Chez Zhiyun, et en particulier dans les parties rédigées plus tard de ses notes, le travail sur la technique de ce Fuji mène quand même en partie à la construction de quelques théorèmes concernant la relation entre les esprits et les hommes, même si cela ne couvre pas tout le domaine de la divination. Je vous ai déjà présenté une de ces citations, une autre, ce serait « Les événements sont annoncés par des présages et personne ne sait pourquoi il en est ainsi. Dans un point, il y a mouvement et dans l'autre suit ce qui y correspond. » Cela pourrait tout à fait se situer dans le cadre de l'idée partagée par tous d'un univers de correspondance ou d'analogie. Mais dans certains textes, on peut déceler un semblant de réorientation des accents. Encore, ce qu'on a lu, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, la carapace, l'achillée, ce sont des herbes sèches et des os à l'aide desquels il est certes possible de reconnaître le bien et le mal, mais ce n'est que grâce à l'homme qu'ils font des miracles. Mais ils font des miracles, sans doute. S'agit-il encore d'un équilibre entre les esprits et les hommes, où l'innommable ne peut-il être activé que par l'homme? La mise en garde suivante s'applique aux dangers qui peuvent venir du psychisme de l'homme. Encore une citation, je cite, « C'est pourquoi le lettré peut se réjouir sereinement de l'art de l'écriture spirituelle, car il se peut qu'il reçoive ainsi un poème. Il a pour ainsi dire le droit de se tenir sur le côté de la scène. Cependant, s'il veut reconnaître ce qui est bien ou mal par l'intermédiaire de cet oracle, l'âme noble se doit de redouter que cela ne finisse même par la mort. Que cela ne finisse même par la mort. Si les notes Bidi sont souvent rédigées dans l'intention d'être publiées plus tard, était encore dans la Chine traditionnelle le lieu où l'on pouvait exprimer des expériences de la vie quotidienne au début de la modernité, vers la fin du XIXe siècle, celle-ci se trouve reléguée dans des sphères beaucoup plus privées. Le célèbre moderniste Yan Fu, traducteur de Montesquieu, John Stuart Mill, Adam Smith et bien d'autres philosophes occidentaux, ne confie plus qu'à son journal intime les consultations régulières du classique des mutations, une fois par semaine. Dans les lettres et les journaux intimes des premiers esprits éclairés de la Chine, il est tout à fait possible de trouver des séances de spiritisme, des consultations de l'oracle, des questionnements d'almanach pour des entreprises importantes et des rencontres avec des devins. Le fondateur d'ailleurs du Zhonghua Shuji, qui est la maison d'édition la plus fameuse de la Chine, un certain Lu Fei-Kui, était le fondateur en même temps de la Spiritual Society, Ling Xue-Hui, qui organisait régulièrement des séances de spiritisme. Il y participait non seulement, mais il les finançait et les motivait et les encourageait.
Mais l'impératif de l'esprit scientifique imposé par l'Occident rend pratiquement impossible une discussion scientifique qui, en fait, aurait été nécessaire. Discussion entre la nouvelle philosophie issue de l'esprit des Lumières et de ses pratiques de la vie quotidienne. Dans une lettre à son fils, Yen Fu tente une approche. C'est pas ça encore, mais juste une petite citation. Lettre à son fils. Pour ce qui est de la superstition, j'ai déjà enseigné à votre génération ce qu'il faut savoir. Il faut savoir que toutes les religions, à commencer par le bouddhisme et le taoïsme jusqu'à Jésus, jusqu'aux musulmans, aux juifs, au zoroastrisme et au tantrisme, contiennent toutes de la superstition et que bien des aspects sont sujets au doute. Or, chez Confucius, et dans les lois simples, et dans ces lois simples et terrestres, il semble qu'il ne soit pas possible de parler de superstition. Mais quand nous considérons ses propos sur les démons et les esprits, ainsi que sur les rites funéraires et les sacrifices du point de vue de la logique, et ça se trouve en anglais dans le texte original chinois, on y trouve quand même bien de passages obscurs. Toutefois, quand nous n'y croyons à rien, ne croyons à rien, c'est le materialisme, en anglais encore une fois, qui s'impose. Une méthode tout à fait inacceptable. En outre, dans la vie humaine, il y a bien des choses qui ne sont pas explicables uniquement par la science. Et c'est pourquoi il n'est pas permis d'exclure totalement des extrêmes obscurs. Les superstitieux sont dans l'horreur parce qu'ils considèrent comme certain ce que les non-superstitieux rejettent complètement, également sans fournir des preuves. C'est pourquoi les grands philosophes comme Huxley et Spencer, qualifient ces choses de unknowable et se désignent eux-mêmes comme agnostiques. Et ici, vous voyez un bel exemple, enfin tiré d'une page de son journal de 1911. Enfin, je ne vais pas vous expliquer cela, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il laissait fréquemment un espace blanc pour la vérification d'un oracle. Et dans ce cas, nous lisons « Résultat, plus tard, un jour de transition entre les caractères cycliques Tia et Yin, c'est-à-dire un jour entre le vide et la plénitude, j'obtins des moyens financiers. » Et j'ai vérifié, effectivement, ça m'a coûté pas mal de temps, la source qu'il utilisait. C'est un livre, littéralement, mot par mot. Effectivement, donc, il basait son interprétation de l'oracle ou du Gua qu'il avait obtenu sur le Zhengshan Bui qui était paru sous les Qing. Bien que quelques érudits d'orientation traditionnelle tentent de prouver le caractère au sens moderne scientifique des techniques chinoises de divination à l'aide de comparaisons avec les mathématiques occidentales, et entre autres également par un nouveau synopsis de ces techniques, ces tentatives ne parviennent pas vraiment à s'imposer face aux méthodes musclées du gouvernement national chinois qui, depuis 1928, au cours de plusieurs campagnes, a interdit l'exercice des métiers de la superstition, parmi lesquels compte aussi la médecine traditionnelle chinoise. Les formes d'oscillation entre les deux mondes, typiques de la Chine traditionnelle, pendant de longues périodes, ont cédé la place à une sorte de mutisme, au sens d'un refus de discussion entre les deux mondes, frôlant presque la schizophrénie. La modernité brève et violente de la Chine bloque toutes les tentatives de trouver une passerelle entre la philosophie et la vie quotidienne. D'un côté, rejet radical de tout ce qui représente la tradition, comme ce fut le cas pour Chen Duxiu, cofondateur du Parti communiste, ou aussi pendant la Révolution culturelle, avec ses persécutions massives des experts en divination, et de l'autre, la pratique silencieuse des vieilles techniques, reléguées dans la sphère privée, justement parce qu'elles fonctionnent, comme Tiyun l'avait déjà laissé entendre dans sa préface aux Voix mineures. Par ailleurs, la renaissance des techniques montiques, observée depuis plus de 20 ans dans la République populaire de Chine, ne contribue pas, elle non plus,
à une conceptualisation du savoir chinois traditionnel ou moderne, car la légitimation de ces techniques se produit soit en se fondant sur la longue durée de la culture chinoise, et aussi ainsi comme chez Di Yun, dans l'anecdote déjà mentionnée au début, sur la rencontre de Jia Yi avec Sima Jizhu sur l'Antiquité bienheureuse, soit sur le caractère scientifique des résultats de ces techniques. Le fait que la divination en Chine, en dépit de toutes les résistances qui la bannissent dans une zone d'ombre, jouisse toujours d'une énorme popularité, a toutefois, en plus de tous les motifs déjà cités, un autre arrière-plan. Et ici, contrairement à ce qui a été dit au début de cette conférence, à savoir de ne pas s'appesantir sur la philippique du devin Sima Jizhu contre l'égoïsme, le pouvoir et la violence répugnante, nous pouvons oser une présomption. Les affaires malhonnêtes du devin contiennent une tendance à la subversion. Elles dévoilent les lois de la nature, comprises mores cynicaux, auxquelles personne ne peut se soustraire, si puissant soit-il dans le monde. Cela aussi crée le trouble dans la vision du monde des érudits axés sur un bon governo. Merci pour votre attention. Bien, merci pour cette seconde conférence vraiment qui, comment dire, où on voit se préciser le paysage du périple. Là, au début, on apercevait en fait des grandes montagnes dans la brume, et là, maintenant, on commence à voir un paysage extrêmement coloré et nuancé, donc se dessiner. Disons, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire. Enfin, cette conférence inspire beaucoup de pensées, de questions, mais est-ce que, au fond, parler de cette tension entre crédulité et scepticisme ne va pas, au fond, contre justement tout ce qui a été exposé aujourd'hui. Quand Di Yun, donc, justement, enfin, éprouve le besoin de recourir à la divination, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, puisque justement les pratiques divinatoires portent essentiellement sur ce qui va arriver aux parents, aux frères, etc. Est-ce qu'au fond, c'est pas comment dire, la manifestation d'un souci, tout simplement, pour les membres pour les proches, pour les membres de la famille, et d'une certaine manière, c'est au fond une expression de piété filiale, enfin très très classiquement confucéenne. Enfin, est-ce qu'on pourrait pas dire ça? Non, je suis tout à fait d'accord. Oui. Enfin, Di Yun représente quand même un esprit critique exceptionnel, je pense, parce qu'il essaie vraiment, il fait des tentatives de comprendre, n'est-ce pas, de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. C'est pas divisé. Il essaye comment dire, de dépasser, de surmonter ce clivage entre les deux mondes. Mais oui, tu as tout à fait raison. C'est inspiré du souci pour les proches, mais c'est aussi inspiré, bien sûr, chez lui, du souci pour les moyens financiers qu'il faut obtenir ou qu'il espère obtenir, mais aussi, bien sûr, inspiré du souhait de faire sa carrière, n'est-ce pas, de fonctionnaire, etc., etc. Mais oui, il faut... enfin, j'ai fait des essais
pour trouver des exceptions, effectivement. Ceux qui, avec un esprit que je qualifierais de rationaliste, finalement, se sont approchés du problème, enfin de la divination. Donc il y a le côté, disons, éthique, moral, qu'on trouve chez Jouzy, par exemple, n'est-ce pas, où il dit, bon, j'accepte, ce monsieur, toutes ses prédictions, ou presque toutes ses prédictions, ont été vérifiées. Ça, je l'accepte d'une part, mais de l'autre part, il faut que je souligne, n'est-ce pas, face à mes élèves, etc., que ça ne suffit pas. Effectivement, que seulement l'homme de bien, si tu veux, est capable de bien comprendre ces indices, les amorces du destin, etc. Et pour Tijun, c'est l'approche, à mon avis, rationaliste. C'est quelqu'un qui accepte crédulité, oui, mais scepticisme de l'autre part. Mais c'est quand même assez exceptionnel. C'est pour ça que c'est tellement difficile de trouver, disons, une philosophie de la divination chinoise, à vrai dire. Oui. Mais juste encore un point avant de donner la parole à la salle. Face alors justement aux deux grandes montagnes chinoises, donc, notamment Zhuxi et Tiyun, donc, on a aussi deux grandes montagnes, enfin deux grands Allemands, hein, donc, parce que tu as bien cité Hegel la dernière fois, et cette fois-ci Goethe. Donc, alors, Hegel, donc effectivement, la dernière fois, on a vu comment enfin, ce qu'il essaye de capter de ce qu'on lui dit sur le Yi Jing. Bon. Et alors, comment est-ce que ça, je ne sais pas, est-ce qu'on peut estimer qu'il y a une espèce de conversation entre Hegel et Goethe ou pas du tout, enfin, sur cette question de cette source divinatoire chinoise ou pas du tout? C'est pas sur la Chine, je pense, parce que ce que Goethe a connu, c'était plutôt la traduction, n'est-ce pas, qui est aussi parvenue à Voltaire, n'est-ce pas, je ne sais pas comment on dit en français, les deux âmes qui se rencontrent. Ok. Donc des romans finalement, des nouvelles. Donc pour lui, la Chine, c'est un événement littéraire et pas philosophique. Mais en même temps, on pourrait dire, oui, les Lumières, elles ont connu à la fois, disons, un Voltaire, mais aussi un Cagliostro, n'est-ce pas, donc, ou un Mesmer, le mesmérisme, ça naît dans le même temps. Donc il y a cette contradiction, ce clivage en Occident aussi, les mêmes. Et le manque de conciliation, le manque de réconciliation, c'est seulement peut-être, oui, en partie chez Goethe qu'on peut trouver le louange, n'est-ce pas, de la personne superstitieuse qui, en effet, est censée croire à quelque chose. Ça, c'est peut-être le point de départ, là, chez Goethe. Entre Hegel et Goethe, je ne pense pas qu'il y ait eu une... Non, parce que tous les deux ont connu une Chine complètement différente. L'un, la Chine littéraire, l'autre, la Chine dite philosophique, et qui ne valait rien pour lui, n'est-ce pas, comme on a vu la dernière fois, effectivement.